Alors Geek, tu fais ta 100e actu du Geek, j'ai une question pour toi. AMD ou Nvidia, dis-moi? Je connais la réponse, bien évidemment, et oui, tu as une RTX 3060 Ti. Phil, d'après toi, le Geek, il préfère la Xbox Series X ou la PS5? Yeah, écoute, on sait tous qu'il préfère largement la Xbox Series X et le Game Pass avec. En fait, écoute, il faut dire que, vu le chèque que je lui ai donné, c'est pas étonnant. Yeah, le Geek, c'est un agent infiltré de Sony, il a rien à faire de Xbox, qu'est-ce que tu crois, il a des PlayStation depuis toujours, en fait. Le Geek, il adore Intel, on le sait tous, en fait. Bien entendu, les autres croient le contraire, mais je sais très bien qu'il va les écraser, il va nous mettre sur un piédestal. Vous allez voir, AMD et Nvidia, ils vont pleurer. C'est la 100e, mes amis, et oui, la 100e de l'actu du Geek. Comme promis, eh bien, une FAQ. J'ai eu pas mal de questions et je suis heureux d'y répondre. Alors déjà, je vais répondre à mon introduction. Non, je ne suis pas un fanboy de PlayStation ou un fanboy d'Xbox ou de Nintendo. Non, je n'ai pas une préférence pour AMD ou Nvidia. Et non, désolé, Pat Gelsinger, mais je n'ai pas une préférence non plus pour Intel. J'essaye, comme j'ai toujours dit, d'être neutre. C'est parfois difficile, je le reconnais, mais j'essaierai toujours d'être neutre en fonction des informations que j'ai bien entendues. Alors pour commencer, 3 petites choses. La première, regardez si vous êtes encore abonné, et puis si vous êtes nouveau, pourquoi ne pas vous abonner sur cette chaîne fort sympathique. Vous verrez, la communauté dans son ensemble est assez sympathique, elle se respecte, même si parfois il y a quelques prises de bec. Dans l'ensemble, elle se respecte, et c'est bien ça l'essentiel pour moi. Et pour les anciens, eh bien, écoutez, regardez, parce qu'en direct, quasiment en direct, j'ai vu du désabonnement de la part de YouTube, c'est-à-dire que j'étais arrivé à 15 717, je crois, abonnés, et tout à coup, ça a baissé jusqu'à 15 708 abonnés. Alors c'est remonté un petit peu depuis, mais j'ai eu des désabonnements quasiment toutes les minutes. Et ça, je pense que ce ne sont pas des gens qui se sont désabonnés, mais bien l'algorithme de YouTube qui a agi. Donc regardez si vous êtes encore abonnés comme d'habitude. Alors ensuite, je tiens à vous remercier tous. Voilà, tout simplement, les abonnés, les anciens, les nouveaux. Ça me fait extrêmement plaisir que vous soyez là. Les membres soutiens, c'est important aussi. Hein. Ça me fait plaisir que vous me souteniez finalement. Vous n'êtes pas obligés et ça me fait extrêmement plaisir. Donc tous, je vous remercie d'être là et de soutenir la chaîne. Et je vais d'ailleurs préciser un petit peu ce que va devenir la chaîne dans le futur, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire. Grâce en particulier à YouTube, à l'argent que génère YouTube et puis aux membres soutiens, j'ai acheté pas mal de matériel. Ce n'est pas parti aux Seychelles, hein, contrairement à ce que je raconte parfois, non. Tout l'argent a été réinvesti dans la chaîne, c'est important de le dire, dans le PC, dans la carte graphique. À l'époque, j'ai décidé d'acheter 2 consoles parce que j'avais une chaîne YouTube, sinon je n'en aurais acheté qu'une. En particulier, j'aurais acheté la PS5 parce que j'étais, vous le savez, j'étais PlayStation depuis toujours. Et finalement, j'aurais continué puisque l'ère PS4 m'avait beaucoup plu, les jeux qu'il y avait eu sur PS4. J'étais très content de découvrir l'univers de Xbox, vous le savez, et le Game Pass. J'aurais probablement pas acheté de Switch également, je l'ai acheté pour essayer la Switch, pour essayer des jeux sur la Switch, ce que j'ai fait par exemple cet été également, je vous ai reporté Hades sur la Switch. J'aurais pas acheté la Shield Pro TV de Nvidia, vous savez, avec Cyberpunk, je vous ai reporté ça également sur mon écran 4K. Bref, j'ai acheté pas mal de matériel comme des lampes à LED, etc. etc. Et qu'est-ce qu'il me reste à acheter? Eh bien, il me reste à acheter une caméra. Comme vous le savez, ma caméra est en train de mourir et j'aimerais avoir une caméra 4K. J'aimerais également avoir un nouveau mobile. Pourquoi un nouveau mobile? Eh bien, avec un bras articulé, vous savez, qui permet de filmer sans avoir, bien entendu, de vibration. J'aimerais faire peut-être des extérieurs et puis aussi pendant les vacances, pourquoi pas faire de temps en temps une vidéo à l'extérieur, ailleurs, tout en commentant l'actualité. Et mon mobile ne me permet pas de le faire. C'est un S7 Samsung qui est d'ailleurs à moitié mort. Hein. Il a plus de 4 ans. Il commence un petit peu à fatiguer et de toute façon je ne peux pas filmer en bonne qualité avec le S7 Samsung, donc j'aimerais un mobile qui ne coûte pas une fortune mais qui ait une bonne qualité, on va dire, en termes de film, et 4K aussi pour pouvoir peut-être faire dans l'avenir des vidéos 4K et non plus des vidéos en Full HD sur YouTube. Ça permettrait à certains de regarder sur l'écran 4K le Geek. Il me faudra probablement également un nouveau PC portable, et oui, pourquoi? Parce que si je fais des vidéos à l'extérieur, il faut que je puisse monter. Or, HitFilm Express est assez gourmand en termes de ressources, c'est ce que j'utilise comme logiciel de montage, et donc mon PC portable actuel ne peut pas gérer HitFilm Express, il me faudra probablement donc un autre PC portable. Donc vous voyez, il y a pas mal d'achats à venir avec l'argent que génère YouTube. Pour ceux qui s'interrogent, qu'est-ce que je fais avec cet argent? Alors cette vidéo, je voulais la faire en live, et oui, en live.
Et puis OBS, j'ai essayé OBS, Streamlabs OBS aussi, et bon, je dois avouer que je ne suis pas un grand spécialiste, donc il me faut un temps d'acquisition pour pouvoir faire, parce que je voulais faire bien entendu du défilement en direct, etc., etc. Donc je préfère faire cette vidéo comme ça pour cette fois, mais des lives vont venir dans l'avenir, et peut-être du stream de jeux sur PC et ailleurs, pourquoi pas. Donc bien entendu, ça ce sont des projets pour le futur, j'espère un futur proche. Mais commençons tout de suite par les questions. Alors Nabil, il m'a posé la question, quel âge as-tu? La question la plus facile finalement de toutes les questions que j'ai eues d'ailleurs, 55 ans. Voilà, c'est tout simple. SD qui me dit, tu parles de livres et d'éditeurs, est-ce que tu écris des livres? Oui, alors beaucoup le savent sur cette chaîne. Pour ceux qui ne le savent pas, oui, j'écris des livres, j'en ai écrit beaucoup, j'en ai publié 25 dans différentes maisons d'édition, 9 maisons d'édition différentes. Ma dernière maison d'édition d'ailleurs, vous avez dans la description les 2 livres que j'ai publiés chez eux, chez Elixeria, c'est-à-dire Le Passe-Rêve et Yenes. Et je vais continuer à publier des livres, même si j'écris beaucoup moins, j'expliquerai après d'ailleurs pourquoi. Mais voilà, je continue l'écriture et donc je continue les salons du livre. Alors j'ai eu la même question de la part de 3 personnes, Wedge Live, Mamed et J, tout simplement, qui m'ont posé la question, qu'est-ce que je fais dans la vie? Et oui, en dehors de YouTube, bien entendu, en termes de travail. Et bien effectivement, je travaille dans la microélectronique, enfin je travaillais dans la microélectronique, j'ai fait beaucoup de métiers en fait, de l'applicatif, création d'applicatifs quand j'étais plus jeune, jusqu'à la microélectronique, où j'ai fait de la qualification, j'ai fait du programme de test, j'ai fait de la testabilité, j'ai fait pas mal de choses, de la R&D, etc. dans la microélectronique, pour me diriger aujourd'hui vraiment vers le soft, c'est-à-dire la data scientist, c'est-à-dire gestion de databases, mais surtout création d'utilitaires, statistiques et autres, anticipation et surtout recherche de problèmes divers et variés pour les ingénieurs en process par exemple, dans tout ce qui est microélectronique, c'est-à-dire une aide quelque part pour les aider à trouver les problèmes potentiels et même pouvoir les anticiper si possible en microélectronique, dans les fabs en l'occurrence. Donc vous allez voir, j'ai regroupé les questions par thème, là on est plutôt dans le process. Tipom me pose la question, ST Microélectronique, quel est l'avenir finalement de ST Microélectronique? C'est la plus grande entreprise de microélectronique qu'il y a. Alors il y a Infineon aussi, mais c'est la plus grande entreprise microélectronique qu'il y a finalement en Europe. Alors en France et Italie, c'est une entreprise co-française italienne, il faut le savoir, ST Microélectronique. Et donc c'est la grosse entreprise de microélectronique finalement européenne. Et donc il me demande Tipom quel avenir pour cette entreprise et est-ce qu'il existe d'autres entreprises de microélectronique en France? Alors il existe des microstructures en microélectronique, il y en a plein bien entendu en France, il faut le savoir, mais en termes de très grosses entreprises, ST Microélectronique est la seule. Il existe par contre des centres de recherche comme le LETI, comme Minatech par exemple à Grenoble, mais en termes de production, il n'y a que ST Microélectronique qui a vraiment une grosse production en France. Quel avenir pour ST Microelectronics? Eh bien écoutez, ils ont un avenir assez radieux comme toutes les entreprises en microélectronique, c'est-à-dire que la demande est tellement forte. Eux aussi fournissent, je vous rappelle, pour les équipementiers automobiles, ils fournissent bien entendu pour plein d'autres secteurs. On sait que par exemple, ils travaillent avec Apple, il faut le savoir, pour bien entendu les mobiles. Donc ils travaillent avec plein d'entreprises qui sont reconnues mondialement. Et donc ST Microelectronics va continuer à croître, certes pas dans les process les plus avancés, mais on sait aujourd'hui que la pénurie, la principale pénurie, n'est pas forcément dans le 7 nanomètres, 5 nanomètres et 3 nanomètres. TSMC, Samsung, alors TSMC surtout dans le 5 nanomètres et 3 nanomètres, on sait que c'est surtout dans les process un peu moins avancés, 22 nanomètres, 28 nanomètres par exemple, où là, ST Microelectronics est positionné. Pour l'automobile, où il y a du line stop, des chaînes de production arrêtées parce qu'il manque un seul composant, un composant par exemple en 22 ou 28 nanomètres. Mehdi me demande pourquoi il est difficile de reproduire des machines de lithophotogravure. Vous savez qu'il n'y a que ASML pour l'instant qui fait en 7 nanomètres, 5 nanomètres, 3 nanomètres et moins. C'est-à-dire une seule marque dans le monde qui fait ces machines-là, et il me demande pourquoi en Chine, ils n'arrivent pas à reproduire ces machines-là malgré les milliards qu'ils ont. Alors premièrement, en Chine, ils essayent de le faire, ils y arriveront probablement dans quelques années, mais effectivement, cette entreprise ASML a pris énormément d'avance, ils ont eu des brevets spécifiques, et ils ont trouvé surtout un système qui permet d'aller beaucoup plus loin que les concurrents, et donc ça leur a permis une avancée considérable sur ce secteur-là en particulier. Et donc bien entendu, quand il y a une seule entreprise qui fabrique au monde ce procédé-là, pour l'instant en tout cas, qui arrive à maîtriser totalement ce procédé-là, eh bien effectivement, ça fait qu'il y a pénurie de machines quelque part, ils sont obligés de fabriquer des machines pour tout le monde, mais c'est pas tant la pénurie qui pose problème, c'est plutôt le prix des machines qui est excessivement cher. Je vous le rappelle, 160 millions de dollars pour une machine et bientôt 320 millions de dollars pour les High-NA EUV, les futures machines que vont produire ASML. C'est ça le problème. Et la Chine, ne vous inquiétez pas pour elle, je pense qu'ils sont en train de rattraper leur retard et de fabriquer leurs propres machines. Ça prendra peut-être un certain temps parce qu'évidemment il y a quelques années de retard, je vous le redis, mais ceci dit, ils devraient y arriver quand même. Allo quoi qui me demande qu'est-ce qui est le plus coûteux de passer par exemple de 7 nanomètres en 5 nanomètres, le changement de process, est-ce que c'est coûteux, est-ce qu'on doit changer beaucoup de choses? Eh bien ça dépend.
Je vous ai fait une émission, la dernière émission que j'ai fait, je vous ai expliqué par exemple de 5 nanomètres à 3 nanomètres, les machines justement de photolithogravure dont je vous ai parlé, simple passe, on va devoir passer en 2 passes pour TSMC sur les anciennes machines, ça veut dire les anciennes machines, c'est les actuelles machines EUV, ASML, ça va être donc beaucoup plus long, ça risque de faire des bouchons devant ces machines, donc il y a les nouvelles machines ASML, NA, EUV qui vont arriver, mais attention, évidemment, elles coûtent 2 fois plus cher, réinvestissement, les masques qui permettent la photolithogravure, il va falloir les refaire, etc., etc. Donc oui, un passage d'un process à un autre, ça coûte cher, en particulier pour la qualification, et oui, la qualification, ça a un coût, en particulier pour les masques, il faut refaire tous les masques de tous les produits, en l'occurrence, ou alors des nouveaux masques, et puis bien entendu, il y a des nouvelles machines qui doivent être mises à jour, donc oui, ça coûte un certain prix, et plus on va vers le petit, plus ça coûte cher. On voit aujourd'hui le prix des fabs, des nouvelles fabs, les fabs 5 nanomètres, 3 nanomètres, elles coûtent excessivement cher par rapport aux anciennes fabs. Abdelawed qui me demande comment je me suis retrouvé dans le monde du semi-conducteur. Et finalement, est-ce qu'il y a moyen d'y rentrer? Est-ce qu'il y a du débouché dedans? Alors, il y a énormément de débouchés dans le monde du semi-conducteur, il faut le savoir. Il y a beaucoup de métiers qui vont s'ouvrir et qui sont ouverts. Il y a beaucoup de postes ouverts. Donc oui, c'est un marché qui est en pleine expansion et qui le restera pour des années et des années à venir. Comment j'y suis rentré? Eh bien, totalement par hasard. Il faut savoir que j'étais dans un autre métier à Paris. J'étais dans l'applicatif à Paris et dans l'installation aussi de tout ce qui est haute fréquence. Par exemple, en 1989, avec l'aide de mon supérieur, on a installé tout le système sans fil. En 1989, je vous rappelle quand même, sans fil à l'Opéra de Paris. Communication sans fil. Donc voilà, je faisais des choses comme ça. Et je suis arrivé sur Grenoble, et ben là c'était le chômage avant que je trouve un nouveau métier dans la microélectronique. Et donc voilà, j'y suis rentré dans la microélectronique par la petite porte entre guillemets, sans trop savoir d'ailleurs ce que c'était à l'époque, parce que j'avais fait des études là-dedans, mais on n'avait pas vraiment exploré tous les domaines de la microélectronique, loin de là, c'était plutôt de l'électronique classique et de l'informatique que j'avais fait, et donc j'ai découvert un univers assez nouveau pour moi, je dois l'avouer à l'époque. Ulysse qui me demande si finalement la microélectronique en France est assez structurée pour attirer d'autres entreprises. On pense bien entendu à Intel et TSMC qui veulent peut-être mettre des fabs en Europe et la France serait potentiellement l'une des cibles de ces entreprises. Oui, elle est très structurée, il ne faut pas croire, elle est en tout cas assez structurée, surtout autour de Grenoble, mais il n'y a pas que Grenoble, il y avait d'autres endroits où il y avait effectivement des fabs à l'époque, il y avait Motorola aussi qui produisait en France, rappelez-vous, pour ceux qui connaissent. Bref, il y a une structure en R&D en particulier, Minatech, je vous rappelle, Leti, etc. en France, assez structurée à Grenoble, et je pense qu'effectivement toute la structure est là pour pouvoir attirer des fabs. Maintenant, après, bien entendu, c'est le choix des entreprises, là où il y aura bien entendu le plus de subventions et où finalement le pays se montrera le plus généreux. Miguel qui me pose une question épineuse, et oui, quel est finalement le style de jeu que j'apprécie le plus? Et surtout, quel est le meilleur jeu auquel j'ai joué? Alors là, c'est très difficile. Alors, quel style de jeu j'apprécie le plus? Bon, je suis assez éclectique, comme vous avez vu, hein, j'aime un peu tous les jeux, mais c'est vrai que les jeux, on va dire, narratif action ou RPG, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ce style-là, RPG et puis aussi narratif action, vous voyez, où il y a quand même une histoire derrière, où il y a vraiment un background, plutôt dans les mondes ouverts, entre guillemets, ce qui me fait diriger vers 2 jeux que j'ai particulièrement aimés parmi les jeux les plus récents. Alors les plus récents entre guillemets, c'est The Witcher 3 et c'est The Last of Us 2 en particulier. Ces 2 jeux-là m'ont énormément marqué. The Last of Us 2, côté on va dire émotionnel, c'est quand même très fort, moi personnellement j'ai trouvé, et The Witcher 3, ça m'a fait totalement rêver, d'autant plus qu'il faut savoir, ce que vous ignorez peut-être, que j'ai eu une interruption PlayStation, c'est-à-dire que j'ai eu la PlayStation 3, mais je n'ai pas eu la PlayStation 4, j'ai eu une interruption parce que j'avais beaucoup d'écriture à l'époque, donc j'étais un peu écarté du jeu, je continuais à jouer un petit peu de temps en temps sur PC à quelques jeux, mais c'était très rare. Et j'ai repris le jeu avec une PS4 Pro. Et oui, j'ai eu une PS4 Pro, et à ce moment-là, donc en 2016, le premier jeu que j'ai pris, le tout premier jeu que j'ai pris sur la PS4 Pro, c'est The Witcher 3. Ça a été une grosse claque, je dois vous l'avouer. J'en ai vraiment pris plein les mirettes à l'époque, et c'était superbe. D'ailleurs, j'ai pris tout de suite les DLC qui ont suivi. Bref, je me suis vraiment éclaté avec The Witcher 3 et ça reste vraiment un des jeux qui m'a marqué, mais il y en avait plein d'autres avant. Imaginez, j'ai commencé au tout début du jeu, j'ai même joué sur Apple II, j'ai même joué sur le IBM Computer, le premier en noir et blanc, j'ai eu plein de consoles différentes, j'ai eu l'Atari ST bien entendu, de Commodore, etc. Donc il y a plein de jeux, je pourrais en parler pendant des heures. Alors Worksen, j'espère que je prononce bien, Patrick, Olivier et Axel me posent à peu près la même question, c'est-à-dire sur la gestion YouTube, c'est-à-dire ma chaîne, combien de temps ça me prend pour faire une actu du geek, combien de temps ça me prend finalement par semaine, etc. Et il se pose la question comment je fais entre toutes mes activités pour gérer YouTube. Alors c'est tout simple, ça me prend à peu près 4 heures pour faire une vidéo, il faut le savoir, entre les recherches, le tournage et surtout le montage qui est très long.
Donc ça peut me prendre 4 heures, 5 heures, 6 heures pour un JVD top par exemple, et ça me prend jusqu'à 20 heures par semaine. Et oui, 20 heures par semaine, c'est quand même beaucoup, je le reconnais. Surtout que je travaille à côté, à peu près 40 heures on va dire. D'ailleurs, je suis passé à 90% exprès pour gérer YouTube. Donc je perds 10% en salaire. Donc vous voyez, l'argent, c'est pas trop ça qui compte quand même. Je perds 10% en salaire pour gérer YouTube et l'écriture. L'écriture qui ne me rapporte pas grand chose non plus. Mais c'est pas grave, ce sont quand même deux passions. Et donc je gère tout ça comme je peux, j'espère au mieux pour vous. Mais effectivement, YouTube me prend quand même énormément de temps. Et ça me permet d'enchaîner sur une question de Pierre qui dit « Comment t'es venu l'idée de faire une chaîne YouTube un peu tech, et surtout, est-ce que tu aimerais en vivre ?» Eh bien écoutez, alors je vais répondre en deux phases. La première, ça m'est venu parce que je vous le répète, effectivement, on avait fait une chaîne entre potes, on va dire, avec 3 potes, Laurent et Stéphane, et moi-même, et puis on parlait de tout, et ça ne marchait pas bien, donc on a arrêté, je répète encore, et effectivement en janvier 2020, j'ai repris, parce que j'avais envie de reprendre cette chaîne, et puis petit à petit, je me suis orienté vers le gaming, parce que j'aime beaucoup le gaming, et j'ai apporté ma touche tech, entre guillemets, et process, et puis voilà, je continue là-dedans parce que ça me fait plaisir. Donc l'idée est venue un peu naturellement, petit à petit. Est-ce que j'aimerais en vivre? Eh bien finalement, oui, pourquoi pas, je dirais, mais ça n'arrivera pas, je peux vous le dire tout de suite, il y a très peu de chances, c'est un peu comme les livres, j'aurais aimé en vivre de l'écriture, mais ça n'arrivera pas non plus, ben, c'est comme ça. Parce qu'il y a très peu d'élus, hein, finalement. On voit bien entendu toujours ceux qui sont en haut, on voit rarement la masse énorme qu'il y a en bas, et qui n'en vit pas justement, aussi bien en écriture que sous YouTube d'ailleurs. Mais pourquoi j'aurais aimé en vivre? Eh bien parce que je considère dans la vie, moi personnellement, on devrait même pouvoir changer facilement de métier plusieurs fois, sans trop de risques. C'est ça le problème, c'est que si vous quittez un boulot comme j'ai par exemple actuellement, c'est prendre beaucoup de risques pour faire autre chose. Mais j'aurais aimé par exemple pouvoir créer un magasin de jeux par exemple, ça m'aurait beaucoup plu. Un magasin de jeux de plateau par exemple, pouvoir également travailler, ça va vous faire rire, mais par exemple à la Fnac ou dans un magasin un peu technique pour présenter des téléviseurs, vous voyez, à un public, pour parler avec eux, pour échanger dans l'audio, pourquoi pas d'ailleurs dans le computer, dans les PC, etc. Bref, changer régulièrement de métier, vous voyez, et YouTube en fait partie. Ça aurait été une expérience intéressante de vivre professionnellement de ça, et je précise, si j'avais fait une chaîne YouTube professionnelle pour laquelle je vivais, j'aurais bien aimé faire comme PP World en l'occurrence, ou Monsieur Bidouille. Monsieur Bidouille, je mets une vidéo ici très intéressante sur ITER. Il s'est déplacé sur ITER, il a fait une émission sur ITER. C'est juste superbe comme émission, regardez-la, elle est très intéressante, et c'est ça que j'aurais aimé faire, c'est-à-dire me déplacer par exemple sur des CES, des Compute Electronic Show, comme le fait par exemple PP World, pour vous parler des nouveautés, pourquoi pas chez des éditeurs de jeux, ça m'aurait intéressé, à Ubisoft au Canada, etc., etc. Bref, ça ne se fera pas, parce qu'évidemment ça demande beaucoup d'argent, et surtout de temps, et je n'ai ni l'un ni l'autre. Mais effectivement, ça aurait été avec plaisir. Flash qui me dit que j'ai du potentiel comique, parce qu'il apprécie mes introductions et que j'aurais peut-être dû monter une chaîne comique. Alors bon, le comique, je pense que tout le monde n'apprécie pas mon comique déjà, Flash, hein, il y en a même beaucoup qui n'apprécient peut-être pas, parce que c'est un peu ras des pâquerettes, mais effectivement, j'aime bien quand même un peu délirer, mais ça restera sur ma chaîne. Non, je ne pense pas que j'ai des vrais dons comiques, disons que j'essaye de détendre l'atmosphère et de pas trop me prendre au sérieux, c'est pour ça que je fais quelques introductions plutôt humoristiques, liées généralement à l'actualité du moment. Alors pour répondre à Olivier très rapidement, effectivement j'ai un G5 Odyssey Samsung 21/9, vous savez, les écrans un peu plus larges, un peu en forme demi-sphérique, et c'est très bien. Alors faut s'y habituer, mais moi j'aime beaucoup, en particulier je joue à Daylight, là vous savez actuellement dessus, et c'est juste superbe. Et donc il est en 3440p sur 1440p, je le précise. Effectivement, il a une très bonne résolution, et ma RTX 3060 Ti tourne très bien dessus. Alors j'ai même eu le droit à des questions techniques, et oui, même là j'ai le droit à des questions techniques à la centième. Alors Jérôme m'a posé la question, qu'est-ce que je pense du Tensor, le nouveau SoC qui va rentrer dans le Pixel 6 de Google, vous savez, les mobiles. Ils ont remplacé les SoC qu'ils fabriquaient chez Qualcomm par leur propre SoC qui fabrique maison, un SoC Google maison qui s'appelle le Tensor. Qu'est-ce que j'en pense? Alors j'ai rapidement lu, j'ai pas regardé des milliers de tests, mais ça a l'air très intéressant. En tout cas, les numériques en disent beaucoup de bien, donc voilà, effectivement. Il y a eu un comparatif d'ailleurs avec l'Apple iPhone 13. Effectivement, le iPhone est un peu supérieur, mais ceci dit, il coûte 250 € de plus. Et ils disent que le Pixel 6 s'en sort très bien. Donc effectivement, c'est assez intéressant de regarder en détail ce Tensor, ce nouveau SoC qu'a fait Google pour ses mobiles. Ander m'a posé deux grosses questions techniques.
Alors je vais pas répondre complètement parce que ça prendrait tout un sujet, ça prendrait toute une vidéo, c'est-à-dire la première, finalement, est-ce qu'il va y avoir disparition de l'architecture x86 au profit des architectures RISC-V et ARM, comme je vous l'ai expliqué dans différentes vidéos? Moi je ne pense que non, il y a adaptation de chaque architecture et d'ailleurs elles convergent les architectures, c'est-à-dire qu'effectivement au début ARM avait des instructions très simples, alors que les instructions x86 étaient plus complexes, eh bien il y a des instructions plus simples également dans le x86 et plus complexes dans le ARM qui ont été installées, et de plus ARM, il y avait double cœur, vous savez, cœur performance et cœur optimisé en termes de consommation. Et bien maintenant, dans les nouveaux processeurs CPU Intel, il y a double cœur également. Il y a plutôt convergence de tous les systèmes, je dirais, RISC-V, ARM et puis x86 vers, on va dire, un système plus ou moins commun qui va optimiser et les performances, mais aussi la consommation. C'est ce que je pense dans l'avenir. La seconde question, quel avantage inconvénient des SoC par rapport au GPU plus CPU, c'est-à-dire séparés, bon, par exemple les APU de la Xbox Series X, S et de la PS5, quel avantage et inconvénient? Eh bien les avantages pour moi c'est un design déjà optimisé, et oui tout est intégré dans l'APU, tout est plus proche en termes de bus, en termes de communication, on peut tout optimiser au maximum. Quand un CPU et un GPU est distinct, eh bien il faut bien entendu des interfaces communes, par exemple AMD versus Intel, ou Intel versus AMD, ou AMD AMD, etc. etc. Bref, la communication est plus difficile à faire, est plus distante, il y a des interfaces qui sont qui sont moins optimisées. Par contre l'avantage c'est que vous avez deux puces séparées, donc ce qui fait que sur une plaquette de silicium, bien entendu, soit les puces sont plus petites et donc moins coûteuses, soit vous faites deux grosses puces équivalentes en taille à la grosse puce que vous faites en APU, et donc vous avez plus de puissance théorique. Bref, c'est tout un débat qu'on peut avoir là-dessus, des avantages et des inconvénients de chacun, mais effectivement, les APU, ça fait quand même des gros bébés maintenant. Si vous regardez, si vous voulez avoir une vraie puissance, tout est intégré dans le même APU, ça fait quand même des puces assez énormes. On le voit d'ailleurs avec le M1 Max, qui est en 5 nanomètres quand même. Bon, ça fait déjà une belle puce, mais après tout, effectivement, en termes de communication, en termes d'intégration, c'est pas si mal que ça. Esteban qui me dit, est-ce que le i5 12600K est-il intéressant? Eh bien oui, il est intéressant. Quand on regarde les tests, il est même très intéressant puisqu'il dépasse le Ryzen 5600X, mon Ryzen à moi, mon CPU, de plus de 50% en termes de performance pour un prix juste supérieur, 360 € versus 300 € actuellement pour le Ryzen 5600X, prix moyen bien entendu. Donc oui, ça paraît très intéressant. Il faut reconnaître que Intel a fait assez fort sur ce coup-là. Nassim qui me pose la question, est-ce que la Xbox Series S, petite sœur de la Xbox Series X, est encore intéressante pour les 2 à 3 années à venir, surtout avec le Game Pass? Ma réponse est oui, tout simplement. Je la défends suffisamment dans mes vidéos pour aujourd'hui dire le contraire. Bien entendu qu'elle est intéressante pour moi, surtout si vous avez un écran Full HD ou 1440p. Effectivement, elle est très intéressante. Même en upscaling, je pense, sur la plupart des téléviseurs, elle sera pas si mal que ça. C'est-à-dire qu'il y aura upscaling de fait par le téléviseur. Si le upscaling est de qualité, écoutez, vous aurez quand même quelque chose d'assez probant pour moi dans la plupart des jeux. Alors oui, c'est pas une Xbox Series X, faut pas non plus rêver. C'est plutôt dédié au Full HD ou 1440p. Mais oui, pour le prix, surtout qu'elle va baisser, ça c'est certain, je continue à le dire, et je pense qu'on est maintenant plusieurs à le concevoir, et bien effectivement elle est assez intéressante pour celui qui ne veut pas mettre trop cher dans la console, peut-être pour attendre un futur modèle, peut-être pour autre chose, pour acheter une PS5 ou je ne sais quoi, et donc qui veut une accessibilité facilitée au Game Pass sur son téléviseur. Alors Patrick qui dit une Xbox Series X plus bien entendu le GeForce Now dont j'ai parlé avec la RTX 3080, vous savez, à 99 € les 6 mois. Il dit c'est le combo parfait, plus besoin de PlayStation, de PS5, plus besoin de PC gamer. Avec ça, on a tout finalement. Écoute, mais je suis pas tout à fait d'accord, voilà. C'est-à-dire que grosso modo, oui, si on n'est pas hypé par la nouveauté côté PS5, par exemple Horizon Forbidden West qui va arriver, si on attend 2 ans, ok, pas de problème. God of War Ragnarok, pareil. Gran Turismo 7, pareil, etc. etc. C'est-à-dire si on n'est pas hypé par les nouveautés, si on a le temps, si on dit bon, je vais attendre 2-3 ans, et puis je les aurai effectivement potentiellement sur Steam, sur Epic, etc. Ils vont sortir, et donc je vais pouvoir jouer grâce au GeForce Now. Il faudra voir si ces jeux sortent sur le GeForce Now, entre parenthèses, mais ça nous permettra effectivement de jouer avec le GeForce Now RTX 3080 si on a la fibre également. C'est important de le préciser aussi quand même. Il faut le débit, c'est pas donné à tout le monde. Alors effectivement, oui, ça peut être intéressant. Il faut faire les calculs, mais ça peut l'être. Maintenant, celui qui veut quand même pas trop attendre 2 ans, 3 ans, les nouveautés côté PlayStation, par exemple, eh ben oui, la PS5 à 500 €, je rappelle, on peut même l'avoir à 400 € en digital. Je la conseille pas trop en digital, bien qu'on en parlera après avec une autre question, plutôt une réponse. Mais effectivement, 400 € ou 500 € pour la console, ça permet d'avoir les nouveautés.
je dirais c'est un choix discutable. En tout cas, ça dépend vraiment du type de jeu que vous voulez faire et quand vous voulez les faire. Vince Boss qui me demande qu'est-ce que je pense de la présentation de Halo Infinite. Ben, j'ai répondu dans la dernière vidéo, voilà, moi j'étais très satisfait de cette présentation, j'attends le jeu avec impatience, je suis assez confiant sur ce jeu, on verra si j'ai raison ou pas très bientôt. Tiano qui me dit, est-ce que l'on aura un live G5 plus Xbox Series X, ben, branché sur la G5, pas sûr, en tout cas un live oui, pourquoi pas, plutôt sur le PC, ça me faciliterait la vie, en l'occurrence, ben, dès que j'aurai maîtrisé OBS et Stream OBS comme j'ai expliqué en début de vidéo. La chaîne de Sad qui me dit, est-ce que tu penses que c'est pas mieux quand même un jeu en 2K 144 FPS, donc PC bien entendu, plutôt que sur console en 4K 30 FPS, parfois 60 FPS avec upscaling? Et bien là aussi je dirais attention, ça dépend le style de joueur qu'on est, ça dépend le style de jeu que l'on fait. Ainsi si on fait par exemple un Horizon Forbidden West en 4K 60 FPS, et bien pour moi, je dis bien pour moi, c'est largement suffisant. Moi j'ai vécu longtemps avec du 30 FPS, voire moins, donc évidemment le 60 FPS c'est déjà pas si mal. Ah oui, c'est vrai que Dying Light, je joue à plus de 100 FPS, hein, vous l'avez vu dans ma vidéo d'ailleurs, sur le PC, bon ben oui, effectivement, on sent la fluidité, on sent effectivement aucun flou dans les mouvements, c'est juste très agréable. Mais quand même, 4K 60 FPS, si on avait ça sur tous les jeux, même en upscaling sur le téléviseur avec les consoles, je pense que ce serait déjà un sacré saut générationnel pour les consoles, et je pense que ça satisferait quand même sur pas mal de jeux, beaucoup de monde. Après, effectivement, les jeux compétitifs, les jeux de tir comme ça, effectivement, plus on a de FPS, mieux c'est. Mais il y a quand même pas mal de jeux où on peut jouer en 60 FPS en confort. Alors Olivier qui m'interroge sur Fondation. Fondation, vous savez, qui est sur Apple TV. Eh bien écoute Olivier, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu et je ne parlerai pas de séries ou de films. Je vais d'ailleurs parler bientôt de 2 séries, vous allez voir dans ma prochaine vidéo. Je ne parlerai pas de séries ou de films que je n'ai pas vu en payant. C'est-à-dire, grosso modo, si je n'ai pas la chaîne et je n'ai pas Apple TV, je ne vais pas parler de Fondation sur ma chaîne parce que je n'ai pas payé pour le voir. Voilà, je considère que quand même, quand on a une chaîne et qu'on présente à quand même plusieurs milliers de personnes, eh bien, des séries, des films, au cinéma, etc., il faut qu'on ait vu ces films au cinéma, par exemple, en série, à la télé, il faut qu'on ait payé Netflix, qu'on ait payé Prime Video, etc., etc., pour pouvoir en parler. En tout cas, c'est ma conception à moi. Donc, effectivement, Fondation, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas Apple TV, je peux difficilement quand même me payer tous les abonnements pour le moment. Ça pourra venir bientôt dans l'avenir, je l'espère, mais pour le moment, c'est difficile. Donc j'attendrai le jour où je pourrai me payer effectivement Apple TV, en plus de tous les autres abonnements que j'ai, et bien effectivement, je parlerai probablement de Fondation d'Isaac Asimov, un grand écrivain, et il y a eu pas mal d'ailleurs de films qui ont été faits sur son œuvre déjà. Julien qui me parle du métaverse de Facebook, qui me demande ce que j'en pense. Alors, ben, j'en parlerai dans une autre vidéo, parce que c'est tellement long comme sujet. Bon, métaverse, je vous rappelle, c'est finalement le monde virtuel parmi le monde virtuel. On va au-delà de Ready Player One, en l'occurrence. Alors avec un casque virtuel, aujourd'hui, dans le futur lointain, ça pourrait être même connecté en transhumanisme, mais on va pas aller jusque-là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir faire des achats en ligne directement, avec des magasins virtuels, acheter divers objets, c'est-à-dire que par exemple, vous allez pouvoir aller sur Amazon, excusez-moi de citer Amazon, mais en virtuel, vous allez rentrer dans un magasin, vous allez avoir des étals, vous allez acheter une carte graphique, par exemple, en virtuel, que vous allez réellement recevoir chez vous. Qu'est-ce que c'est ce but? Ce but, c'est effectivement de vous faire vivre des expériences extraordinaires dans un monde imaginaire, si possible, qui vous correspond, mais en même temps, c'est de vous vendre plein de choses, plein de microtransactions, plein de transactions diverses et variées, du marketing, bien entendu, Facebook n'est pas fou. Mark Zuckerberg a une idée en tête et on la connaît. Donc j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, un peu plus en détail. Casey qui me demande, est-ce que le M1 n'est pas une révolution finalement? Aujourd'hui, Apple a fait le M1, est-ce que c'est pas une révolution dans le monde des APU, des SoC, GPU, CPU, dans le monde de l'électronique, de la microélectronique? Alors je dirais pas une révolution, je dirais plutôt une évolution, parce que des puces comme ça existait avant, ARM existe depuis longtemps, RISC V aussi en parallèle, donc Apple n'est pas le seul constructeur à faire ça, loin de là. Disons que c'est une petite révolution dans le monde de l'ordinateur portable, effectivement, et même fixe, c'est-à-dire qu'effectivement, on introduit ARM là où il était plutôt cantonné à tout ce qui était portabilité, l'architecture ARM par rapport à l'architecture x86, et bien maintenant, cette architecture a montré ses possibilités dans un domaine qui était plutôt cantonné au x86 d'Intel. Donc effectivement, c'est une petite révolution de ce côté-là, on verra ce que ça va donner dans le futur. Alors là, je vais prendre le papier, parce que Olivier, grand taquin qu'il est, m'a fait
une longue question, je serais incapable d'ailleurs de la retenir tellement elle est longue, mais je tiens à vous la lire, parce que vous allez voir, il est assez taquin. Donc il me dit: salut Jean, j'ai hésité d'acheter une console PS5 pour Noël 2021, finalement je me suis ravisé et j'ai fait remplacer le conduit de cheminée et j'ai acheté un poêle en fonte, à la place de la PS5 bien entendu, hein, pour profiter du spectacle et des bienfaits d'un feu de chauffage pendant les journées d'hiver très froides à Montréal. Et oui, parce qu'il habite Montréal. Est-ce que tu penses que j'ai fait le bon choix, sachant que mon PC gamer chauffe déjà mon bureau et que les jeux next-gen sont rares, pour ne pas dire inexistants, à l'heure de cette FAQ? Bon, ben je dirais simplement très drôle, Olivier. Voilà, maintenant, je pense que un poêle, ça coûte plus qu'une PS5. Je le sais, puisque quand même, je suis allé d'ailleurs à la foire de Grenoble, eh bien, au moment où j'ai tourné cette vidéo, juste avant, et j'ai vu le prix des poêles. Je peux te dire que c'est bien plus cher qu'une PS5. Donc tu peux t'acheter une PS5 en plus sans aucun problème. Yanis qui me dit qu'il a vu des ventilateurs pour PS5 qui étaient vendus sur Amazon, il me demande est-ce que j'ai le droit de les remplacer, est-ce que c'est bien? Déjà, pourquoi remplacer le ventilateur de la PS5? Est-ce qu'il fait beaucoup de bruit? Je ne pense pas personnellement, je sais qu'il y a différents modèles de ventilateurs, mais ceci dit, ça joue à 1 ou 2 dB ou à 3 dB maximum. Donc prudence, prudence, parce qu'en plus les ventilateurs que tu vois sur Amazon, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils font comme bruit lorsqu'ils seront installés. Bien entendu, théoriquement, tu peux défaire le capot et défaire le ventilateur sans faire tomber la garantie, mais je serais quand même extrêmement méfiant là-dessus. Donc, oui, tu peux, mais à tes risques et périls. Donc, Mélissa me précise une chose intéressante. Elle dit qu'en démat, par exemple la PS5 en dématérialisé, et non la console dématérialisée, et non la console physique avec le lecteur Blu-ray, eh bien, elle arrive à payer tous les jeux en démat à 30 € avec l'option partage de licence, alors que effectivement le jeu neuf il coûte quand même 70 € en boîtier, hein, il coûte 70 €, voire 65 € peut-être à Leclerc, au lieu des 80 € en démat normalement. Donc je ne connais pas moi cette fonctionnalité, mais visiblement vous avez la possibilité en démat d'avoir tous les jeux beaucoup moins chers que ce qui sont présentés sur le PlayStation Store. On parle bien côté PS5, bien entendu, PlayStation Store, puisque côté Xbox Series X et S, on est quand même plutôt sur le Game Pass. C'est un autre écosystème, comme je l'ai déjà expliqué. Ou alors Nintendo, peut-être que c'est pareil d'ailleurs sur Nintendo. En tout cas, en démat, on a la possibilité visiblement de payer les jeux moins chers. Mais écoutez, dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce système et si vous l'avez déjà utilisé. FRSX qui me dit, est-ce que ma question arrive trop tard? Grosso modo, est-ce que tu ne penses pas que le VR va être supplanté par le AR? Alors, VR, vous savez, c'est la réalité virtuelle avec les casques, et AR, c'est la réalité augmentée, c'est-à-dire, grosso modo, des lunettes. Il y a des lunettes aujourd'hui, comme Google, etc. Il y a des lunettes qui vous permettent de voir à l'extérieur tout en ayant des informations qui s'affichent à l'écran. C'est tout à fait différent. On peut par exemple parler du jeu Pokémon, le jeu Pokémon où vous aviez la caméra qui filmait la nature en temps réel, les gens, la nature où vous étiez, et qui affichait en même temps potentiellement des Pokémon à attraper à l'écran. C'est un petit peu de la réalité augmentée. C'est ça la réalité augmentée par rapport à la réalité virtuelle. Réalité virtuelle, c'est Ready Player One. Je pense que les deux vont coexister. Je pense qu'il faut bien voir une chose, dans le futur, on pourra en parler, on pourra faire un peu de science-fiction, mais qui serait plus proche même de la science tout court. Vous savez, vous avez Neuralink par exemple de Elon Musk, vous avez d'autres projets comme le Metaverse de Facebook, etc., etc. Des projets qui consistent à nous projeter dans un monde virtuel, aujourd'hui par un casque, mais demain, vous savez, pourquoi pas par des puces. Eh bien oui, des puces intégrées. Alors bien entendu, je sais que ça va en faire sourire certains, mais il y a 50 ans, on souriait de certaines choses qui sont aujourd'hui réelles et qui existent. C'est-à-dire que la science-fiction est maintenant largement dépassée par la réalité d'aujourd'hui. Donc dans 50 ans, 60, 100 ans, qu'est-ce qu'on aura? Est-ce qu'on n'aura pas des puces qui pourront être implantées du transhumanisme chez nous pour nous projeter finalement dans un univers en coupant totalement finalement le cerveau de notre corps pour nous projeter ailleurs. Bien entendu, aujourd'hui c'est de la science-fiction, mais donc la VR, la réalité virtuelle, ne sera jamais morte. Au contraire, elle va s'intensifier par rapport justement à la réalité augmentée. Pourquoi? Parce que le monde, les gens veulent se détacher réellement de la réalité dans laquelle ils vivent pour aller au-delà, par exemple dans des mondes virtuels divers et variés, science-fiction, fantasy et j'en passe, pour pouvoir vivre des aventures exaltantes en dehors de leur corps finalement, en adoptant un autre corps bien plus performant que le leur par exemple. Et d'ailleurs on peut citer comme exemple tout simplement Altered Carbon finalement. Alors Altered Carbon c'est pas tout à fait ça, mais l'idée elle est là quand même. Alors Olivier qui se moque encore, qui me dit est-ce que tu regrettes pas finalement en 2020 de ne pas avoir acheté
au prix Founder Edition une des cartes, alors Founder Edition côté Nvidia ou prix sortie côté AMD une des cartes, au lieu d'avoir acheté les deux consoles Xbox Series X et PS5 comme j'ai fait. Bah non, je regrette rien. Si j'avais su, j'aurais acheté en plus une carte GPU à crédit comme on dit, c'est-à-dire à crédit par rapport à ce que je voulais investir dans YouTube, mais je l'aurais fait tout de suite, bien évidemment, comme beaucoup de monde je pense. Mais non, je regrette rien, la PS5 et la Xbox Series X, j'en suis très content Olivier, je te le répète à chaque fois. Bien entendu, je suis content également du PC que j'ai aujourd'hui, mais je suis très content des deux consoles, donc non, je ne regrette absolument rien. Et pour finir, la dernière question, et oui, ça a été long, mais bon, il y a eu pas mal de questions. Gum qui me demande, est-ce que tu ne voudrais pas nous parler finalement des univers RPG, alors pas RPG, mais plutôt jeux de rôle et des livres qui sont associés, c'est-à-dire par exemple les univers de Lance Dragon, les univers du Royaume Oublié. Je connais plus d'ailleurs l'univers du Royaume Oublié, d'ailleurs, entre parenthèses, que de Lance Dragon, je le précise. J'ai beaucoup plus joué dans Royaume Oublié que dans Lance Dragon, à Donjons et Dragons bien entendu, j'ai joué également dans d'autres univers. Est-ce que tu ne voudrais pas parler de tout ça, des livres qui en découlent, etc., etc. Peut-être dans une émission spéciale, pourquoi pas. Effectivement, c'est un sujet quand même qui est assez spécifique par rapport à ma communauté, mais oui, je peux en parler dans une émission. Je peux parler un peu du jeu de rôle, je peux parler des livres qui sont associés. Il faut savoir que le jeu de rôle, c'est quand même énorme. Et maintenant, il y a des centaines et des centaines de jeux de rôle sur tout ce que vous pouvez imaginer. Hein. Vous pouvez même incarner des animaux, vous pouvez incarner plein de choses, plein d'univers, à plein d'endroits différents, à plein d'époques différentes. Vous pouvez faire plus des jeux d'enquête, plus des jeux d'action, héroïques, etc., etc. Et donc, oui, c'est un univers qui est assez, on va dire, intéressant, surtout si vous avez une équipe comme moi, si vous avez une équipe de joueurs, on est plutôt soudés et donc on s'entend très bien et on passe de très bons moments et c'est ça l'essentiel autour d'une table, ça différencie un petit peu du jeu vidéo, même si on fait du multijoueur. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, il y a eu quand même pas mal de questions et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.